évidemment, le Sénégal a prouvé qu'il est une démocratie. Et aujourd'hui, quand on se base sur ces deux déclarations, on se rend bien compte que les choses se sont bien déroulées. Et finalement, on a vécu une très belle élection, sans incident. Il n'y a pas eu d'Internet coupé comme dans beaucoup de pays. Il n'y a pas eu de journée morte, ville morte comme dans certains pays. Il n'y a pas eu vraiment, il y a eu une grande mobilisation. Il y a eu un grand vote et c'est à l'honneur des Sénégalais. Un fait marquant, surtout pour les pays comme le nôtre, c'est cette publication par le candidat Bassirou Diomaye Faye de sa déclaration de patrimoine. Et on voit bien que c'est un homme, un fonctionnaire modeste, qui n'a pas de compte en banque ronflant, qui ne s'est également pas gêné de publier sa déclaration de patrimoine. Le faisant d'ailleurs, il nous a rappelé cette déclaration de patrimoine faite par Thomas Sankara, dans laquelle il avait révélé qu'il gagnait près de 132 000 francs en tant que capitaine et que sa femme gagnait autour de 192 000 francs. Ça donne une illustration forte de ce que, au-delà de la preuve du devoir de transparence, la déclaration de patrimoine est une preuve de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption et contre l'enrichissement illicite. Et je crois que c'est un des atouts qu'il faut mettre à l'actif du nouveau président du Sénégal. Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes aujourd'hui le samedi 30 mars 2024 et nous nous efforçons à être fidèles à notre rendez-vous. Comme vous le savez déjà, à chaque fois nous avons choisi d'échanger, de communiquer sur un thème d'actualité. Et aujourd'hui, on aurait pu dire qu'avec cette vision panafricaniste, le thème que nous allons aborder concerne un pays, le Sénégal, avec tout ce qu'il vient de vivre. Avec pour principale préoccupation, Sénégal, un excellent modèle africain d'alternance démocratique. En effet, depuis quelque temps, surtout depuis 2021, nous suivons de près l'actualité qui se déroule au Sénégal, s'agissant surtout de la préparation et de la tenue de l'élection présidentielle. Et nous avons eu assez souvent des informations préoccupantes, surtout que ce pays est qualifié par beaucoup d'analystes politiques et par beaucoup d'observateurs comme un exemple de stabilité, un exemple de démocratie, un des rares pays en Afrique qui n'a pas connu de coup d'État depuis 1963. Et pourtant, l'information cette année a fait craindre à beaucoup de gens qu'il s'y arrive une situation pratiquement un séisme. Mais on peut dire aujourd'hui, après les résultats qu'on a de l'élection, qu'il y avait plus de peur que de mal et que les choses finalement, en dépit de quelques écueils, de quelques couacs, de quelques violences, les choses se sont très bien déroulées. Et c'est véritablement à l'actif de la démocratie sénégalaise. Ce faisant, il faut que les Sénégalais en soient fiers et à travers eux, tous les Africains, et qu'ils se battent pour que, sur l'essentiel des pays africains, on puisse avoir ce modèle de démocratie pour que nous avançons et que nous pensons véritablement aux problèmes de développement et d'amélioration de conditions de vie de nos concitoyens. Alors, pour avancer sur ce thème, j'ai choisi de faire quelques rappels. Le premier rappel que je ferai, c'est que le président Macky Sall a été élu en 1912, en 2012 plutôt, je dis 1912, excusez-moi, en 2012 pour un mandat de 7 ans. Et il avait pris l'engagement d'entreprendre une réforme constitutionnelle pour réduire la durée du mandat, ce qu'il a fait.
puisqu'il a été réélu pour un deuxième mandat, non pas de 7 ans, mais de 5 ans. Et, effectivement, il y avait une interrogation, c'était celle de savoir si le président Macky Sall briguerait un troisième mandat. Mais il faut relever et noter avec force que pendant les années 2021, 2023 et même 2024, le Sénégal a connu beaucoup de violence. L'opposant Ousmane Sonko a été l'objet de beaucoup de démêlés avec la justice. Grand mobilisateur et qu'il est, soutenu par la jeunesse, cela a causé beaucoup de problèmes, assez souvent des affrontements, des heurts avec les forces de défense et de sécurité. La jeunesse est restée debout. Mais malheureusement, le président du PASTEC, Ousmane Sonko, a été condamné. Il a même été arrêté, il s'est retrouvé en justice, en prison. Ce qu'il a considéré d'ailleurs, et il a dit de façon assez ouverte, qu'il s'agissait d'un complot pour lui barrer la route à la présidence de la République. Il faut noter également que son numéro 2, l'actuel, le président élu actuellement du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a lui aussi connu la prison pour des motifs divers. Et le PASTEC a même été dissous. Vraiment, le Sénégal a connu une crise politique très profonde et il fallait en sortir. En dépit de ça, l'un des faits qu'il faut noter avec beaucoup de préoccupation, c'est que Ousmane Sonko s'est retrouvé dans une situation dans laquelle il ne pouvait pas se présenter à l'élection présidentielle. Il a été déchu de ses droits électoraux et il ne pouvait pas, il a été radié des listes électorales. Dieu merci pour lui. Il avait un numéro 2 très fort comme Bassirou Diomaye Faye, qu'il a finalement décidé de présenter comme candidat du parti à l'élection présidentielle. Et aujourd'hui, je crois que nous connaissons les résultats. Mais ça ne nous empêche pas de refaire un peu le tracé de ce qui s'est passé. Il faut reconnaître que pendant longtemps, surtout pendant l'année 2023, les Sénégalais ont soupçonné le président Macky Sall de vouloir briguer un troisième mandat. Devant cette pression, le président Macky Sall a été obligé de faire une déclaration publique pour annoncer qu'il ne briguerait pas de troisième mandat et qu'il allait préparer l'élection et céder le pouvoir à son successeur. C'est ainsi que le 26 novembre 2023, il a publié un décret convoquant le corps électoral pour l'élection du président de la République le 25 février 2024. Je crois que tout le monde s'y préparait, au-delà des démarches au niveau du Conseil constitutionnel s'agissant de la rétention des candidatures comme à la présidence, parce que tout le monde n'avait pas rempli, semble-t-il, les conditions. Et il s'est posé un certain nombre de problèmes au niveau des candidats, comme celui du PDS, le candidat Karim Wade, qui a subi une situation du fait de sa binationalité, de sa double nationalité franco-congolaise, franco-sénégalaise, excusez-moi. Et c'est dans cette ambiance, dans cette crise profonde, que le président Macky Sall a fait une intervention le 3 février. Intervention au cours de laquelle il a annoncé avoir abrogé le décret qu'il avait pris en novembre qui convoquait le corps électoral, justifiant cette démarche par les différends qui existaient entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel suite à une démarche introduite par le PDS et surtout suite à l'insistance du candidat Karim Wade qui espérait pouvoir voir sa situation être revue et être candidat à l'élection présidentielle. Mais cette démarche n'a pas du tout été appréciée par plusieurs acteurs politiques, par la société civile et par plusieurs Sénégalais qui ont même lancé un appel à ce que tout le pays soit debout pour barrer la route
à ce que certains ont considéré comme un coup d'État constitutionnel, comme une volonté de prolonger le mandat au-delà des délais constitutionnels, parce que d'après la constitution sénégalaise, le mandat du président Macky Sall s'achevait le 2 avril 2024. Mais en dépit de tout, le président Macky Sall a également pris l'engagement d'organiser un dialogue national pour examiner toutes ces situations. Et ça c'est son annonce, et ça a été fait le 3 février 2024. Et le 5 février, l'Assemblée nationale s'est retrouvée. Elle a voté une loi qui prévoyait, qui projetait la tenue de l'élection présidentielle au 15 décembre 2024, et en plus qui prorogeait le mandat du président Macky Sall jusqu'à l'installation effective de son successeur, parce qu'il y a un article de la Constitution sénégalaise qui dit que le président reste en poste jusqu'à la prestation de service à son successeur. Et au-delà de tout, il y a eu cette réunion du 15 février du Conseil constitutionnel, qui est également très importante dans la vie politique sénégalaise, parce que cette réunion a permis au Conseil constitutionnel d'annuler la loi prise par l'Assemblée qui projetait l'élection au 15 décembre et qui prorogeait le mandat du président de la République. Et ça, c'était très fort, parce qu'au-delà de ça, le Conseil constitutionnel a cassé le décret qui annulait le décret qui convoquait le corps électoral. Et pour le Conseil constitutionnel, cette loi n'était pas conforme à la Constitution, ce qui veut dire que le Conseil constitutionnel est bien resté dans ses prérogatives de veiller au respect de la Constitution. Mais au-delà de ça, le Conseil constitutionnel a tenu à insister sur le fait que les autorités devaient fixer dans les meilleurs délais une nouvelle date pour la tenue de l'élection présidentielle. Et il estimait également que la date du 25 février n'était plus tenable pour l'élection. Et il rappelait, le Conseil constitutionnel a rappelé, a réitéré le fait qu'il ne pouvait pas avoir de révision sur la durée du mandat et que le mandat du président Macky Sall se terminait bien le 2 avril. Et ça, c'est extrêmement important. Du 26 au 27 février, s'est tenu le Conseil qui s'est tenu le dialogue national ouvert pratiquement à tous. Mais dialogue qui a été boudé par beaucoup de candidats à l'élection présidentielle. Mais ce dialogue également a retenu de tenir l'élection non pas au 15 décembre, mais au 2 février, en gardant aussi une ouverture pour que le président puisse rester en poste jusqu'à l'installation effective du successeur du président Macky Sall. Mais finalement, on s'est rendu compte qu'avec l'injonction qui a été faite par le Conseil constitutionnel de ce qu'une nouvelle date soit fixée dans les meilleurs délais, évidemment, la date du 24 mars a été fixée. Beaucoup d'observateurs et d'analystes politiques se demandaient comment allait se passer le deuxième tour, s'il y avait un deuxième tour, mais ça, c'était encore dans le domaine incertain et les gens s'attendaient, puisque pendant la campagne, évidemment, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye promettaient de gagner l'élection dès le premier tour. Fort heureusement pour Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, il y a la loi d'amnistie que le président Macky Sall avait promise, qui a été prise et qui a été adoptée le 6 mars. De sorte que les deux prisonniers sont sortis le 14 mars, c'est-à-dire qu'ils sont sortis en pleine campagne, puisque la campagne avait déjà commencé, et ils ont eu le temps ensemble de profiter de la situation, de cette situation un peu de victime, peut-être d'une certaine intolérance, pour avoir une influence et lancer et réaliser une très belle campagne. Voilà en gros, résumé, les principaux repères de cette situation. Finalement,
On a abouti à quoi? On a abouti à la tenue d'une très belle campagne apaisée, sans incident. Chaque candidat ayant eu la possibilité de s'exprimer. On a assisté à une élection qui a mobilisé plus de 60% des électeurs sénégalais. Et ensuite, on a vu une élection qui a apparu finalement comme un référendum anti-système parce qu'il est apparu clairement que le duel se déroulait entre, d'un côté, Bassirou Diomaye Faye, numéro 2 d'Ousmane Sonko, et le candidat Amadou Ba du système qui, évidemment, n'a pas pu avoir le score qu'il espérait certainement. Et puis finalement, on peut tirer les leçons. De très belles leçons peuvent être tirées. On ne peut qu'être admiratif de la grandeur de l'état d'esprit, de la bonne marche de la démocratie sénégalaise, mais surtout, en ayant à l'esprit ce que le président Barack Obama avait déclaré et qu'il faut retenir pour les Africains, à savoir que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais l'Afrique a besoin des institutions fortes. Dans la même veine, nous tenons également à rappeler ce que l'ancien président Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire a déclaré, à savoir la démocratie, c'est le respect des textes. À commencer par la plus grande des normes en droit, qu'est la Constitution. Et il a conclu qu'il ne respecte pas la Constitution, n'est pas démocrate. Évidemment, le Sénégal a prouvé qu'il est une démocratie. Et aujourd'hui, quand on se base sur ces deux déclarations, on se rend bien compte que les choses se sont bien déroulées. Et finalement, on a vécu une très belle élection, sans incident. Il n'y a pas eu d'Internet coupé comme dans beaucoup de pays. Il n'y a pas eu de journée morte, ville morte comme dans certains pays. Il n'y a pas eu vraiment, il y a eu une grande mobilisation. Il y a eu un grand vote et c'est à l'honneur des Sénégalais. Un fait marquant, surtout pour les pays comme le nôtre, c'est cette publication par le candidat Bassirou Diomaye Faye de sa déclaration de patrimoine. Et on voit bien que c'est un homme, un fonctionnaire modeste, qui n'a pas de compte en banque ronflant, qui ne s'est également pas gêné de publier sa déclaration de patrimoine. Le faisant d'ailleurs, il nous a rappelé cette déclaration de patrimoine faite par Thomas Sankara, dans laquelle il avait révélé qu'il gagnait près de 132 000 francs en tant que capitaine et que sa femme gagnait autour de 192 000 francs. Ça donne une illustration forte de ce que, au-delà de la preuve du devoir de transparence, la déclaration de patrimoine est une preuve de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption et contre l'enrichissement illicite. Et je crois que c'est un des atouts qu'il faut mettre à l'actif du nouveau président du Sénégal. Alors, nous ne serons pas longs. Nous dirons tout simplement que nous tenons à féliciter les Sénégalais, le Sénégal, pour cette réalisation qu'il a faite. Cela fait non pas seulement la fierté des Sénégalais, mais ça fait la fierté de tous les Africains. Et au-delà du Sénégal, les autres pays devraient s'inspirer de ce modèle, parce qu'assez souvent les élections sont apparues comme une grande source de conflits. Nous avons connu beaucoup de guerres civiles à cause des élections. Et lorsqu'elles finissent comme au Sénégal, on ne peut que s'en réjouir et on ne peut que s'en féliciter. De l'autre côté, nous tenons à féliciter le nouveau président, le président Bassirou Diomaye Faye, pour sa brillante élection, avec la promesse qu'il a faite, avec le fait qu'il est l'illustration frappante de la jeunesse à une quarantaine d'années accéder à la magistrature suprême, accéder à la magistrature suprême en sortant de prison pour venir faire directement la campagne. C'est vraiment un exemple inédit à travers le monde. Donc, je crois que les autres pays africains devraient s'en servir, devraient agir. Et j'interpelle les Africains en général, parce qu'assez souvent, on a parlé de l'acte constitutif de l'Union africaine qui interdit
rejette et condamne les changements anticonstitutionnels du gouvernement, que l'on considère comme une menace pour la sécurité, pour la paix, pour la stabilité, pour le développement. Nous faisons également référence à la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, qui insiste et qui déclare clairement, de façon claire, que tout amendement ou révision des constitutions ou des instruments juridiques portant atteinte à l'alternance démocratique est un changement anticonstitutionnel de gouvernement et est passible de sanctions. C'est pour ça, pensez à ce que le président Laurent Gbagbo a déclaré. Il est bon que les Africains se lèvent, non seulement pour se battre pour leur souveraineté, mais il est bon qu'ils agissent pour respecter leurs textes, les textes qu'ils ont eux-mêmes mis en place. Et à travers ces textes, ils doivent militer pour la limitation des mandats à deux. L'alternance démocratique est une notion extrêmement importante pour la démocratie. Et la démocratie est extrêmement importante pour que nous avançons vers le développement. Donc, chers téléspectateurs, nous avons voulu profiter de cet événement extrêmement important pour vous faire part de notre point de vue, de notre appréciation sur cette situation, pour féliciter les Sénégalais, la population, la société civile, les intellectuels, les institutions qui ont su jouer leur rôle et qui ont permis qu'aujourd'hui, l'image du Sénégal à l'extérieur soit véritablement redorée, que les inquiétudes soient levées et que les autres pays africains suivent cet exemple pour que nous construisions ensemble, non pas seulement nos différents pays, mais que nous ayons à l'idée de construire l'Afrique en général et que nous en ayons une idée pour que nous sortons l'Afrique de cette image de pauvreté dans laquelle elle est souvent plongée, dans laquelle on la met souvent. Elle a des richesses, elle doit avoir les moyens de toutes sortes pour les développer, pour les mettre au service des populations et pour améliorer la situation des populations africaines. C'est sur cela, chers téléspectateurs, que je termine mon propos de ce jour. Non sans prendre rendez-vous avec vous la semaine prochaine, le samedi. Il y aura toujours une émission 30 ans. Et je pense que nous trouverons un bon thème sur l'actualité, que ce soit congolaise, que ce soit africaine, que ce soit mondial, pour que nous avancions. Donc, encore une fois, merci. Je vous remercie pour votre aimable attention et vous fixe rendez-vous à samedi prochain. Merci.